Mesdames, Messieurs, bonjour. Au cours de nos deux précédentes rencontres, à travers la vie du Socrate marseillais, l'homme qui vécut 122 ans, nous avons vu Marseille se transformer et du gros bourg moyenâgeux devenir une cité puissante et prospère. En dépit des multiples difficultés rencontrées et des fléaux qui s'abattirent sur elle comme la terrible peste de 1720. Et nous en arrivons aujourd'hui, pour cette troisième et dernière époque, aux années 1750. Annibal Camus a alors plus de 110 ans. Il semble être devenu le maître du temps. Une femme tomba un jour, à la suite d'une couche, dans l'état vaporeux le plus effrayant. Ce fut, pendant plusieurs années, des pleurs et des rires involontaires, des convulsions, des phases de prostration, des cris aigus et des étouffements. Son époux, fatigué par sa maladie, commença à se détacher d'elle. Pour ne pas le perdre, elle résolut de s'en sortir coûte que coûte. Les nombreux médecins qu'elle consulta ne parvenant pas à la guérir, elle se rendit chez Annibal Camus, qui lui prescrivit un breuvage de sa composition à prendre chaque matin, un régime alimentaire équilibré, basé sur des légumes et des fruits de saison, et une activité physique décuplée dès qu'elle ressentait les prémices de son mal. Il lui recommanda également, durant ces crises, de répéter, comme une litanie, « Je veux guérir, je le veux, je le peux !» Et il lui expliqua que sa volonté indéfectible de vaincre sa singulière affliction était son meilleur atout. On réussit lorsqu'on a la ferme volonté de réussir, assurait-il. La femme suivit à la lettre les instructions singulières d'Annibal. Au premier symptôme, elle se levait, elle courait, elle se livrait aux exercices les plus violents, elle montait, elle descendait ses escaliers, elle sciait du bois, elle bêchait la terre. Au bout de quelques jours, elle s'en retourna chez Annibal pour lui annoncer, triomphante, qu'elle avait réussi, grâce à lui, à éradiquer son mal et à reconquérir son mari. Cette étrange thérapie, freudienne avant la lettre, Annibal l'appliquera souvent, insistant sur le rôle essentiel joué par la volonté du malade afin de triompher de ses maux ou de ses inhibitions. C'est ce qu'il fit. C'est ce que fit notre sémillant centenaire, un médecin du corps et de l'âme. Annibal Camus était devenu à Marseille une célébrité depuis quelques années déjà, surtout depuis la mort de Marie, son épouse. En 1745, alors qu'il commençait à apprendre à vivre sans sa fidèle compagne, Denis Diderot, qui n'était pas encore le philosophe illustre à l'origine de l'encyclopédie, publiait une traduction très libre de l'essai sur le mérite et la vertu du philosophe anglais Shaftesbury. Il y soulignait l'harmonie qui règne dans la nature. Les toiles de l'araignée sont faites pour des ailes de mouche. Annibal en était persuadé depuis longtemps, depuis l'époque lointaine de son voyage aux Pyrénées avec son cher Tournefort. De même, prétendait-il, il existe une harmonie parfaite entre le moral et le physique de l'homme. Soigner l'un, c'est aussi soigner l'autre. Par ailleurs, il pensait que l'on pouvait lire sur les lignes du visage les principaux traits de caractère.
Hannibal était sans nul doute la plus parfaite illustration de cette théorie qu'il faisait sienne, théorie de l'interprétation et de l'interpénétration entre l'homme et la nature, mais aussi entre l'esprit et le corps. Celle-ci sera d'ailleurs toujours à la base de sa médecine. Observateur de génie, pénétrant avec une sagacité implacable les rapports du moral et du physique, les maux au début, les tares commençantes et les vices non encore avoués, il ramassait ses observations dans des raccourcis comparables à des ébauches de Puget. Son coup d'œil infaillible lui permettait de conjecturer, dès l'entrée du patient, le mal pour lequel celui-ci venait le consulter. Il prenait souvent les devants. Il procédait avec minutie à l'examen du malade, puis il méditait longuement et restait silencieux. La justesse de ses analyses, sa faculté remarquable de déterminer la source de tous les maux et de préconiser le remède adéquat, le faisait parfois considérer par certains comme une sorte de magicien. Il s'en étonnait et s'en offusquait même. À l'un de ses malades, qui s'écriait un jour, béate d'admiration, « Vous êtes un devin !» Il rétorqua, un tantinet agacé, « Pas du tout, madame. Je remonte des effets aux causes. Voilà tout. » Il redoutait en général les médicaments utilisés par la médecine de son époque. Pour lui, les médicaments sont les arcanes qui pénètrent, après de longues années d'expérience, quelques véritables sorciers que l'on peut compter sur les doigts de la main. Les remèdes qu'il prescrit à ceux qui lui font confiance sont de toute autre nature. La plupart, qu'il fabrique lui-même, ne sont qu'un minutieux assemblage de concoctions de plantes, et même s'ils n'étaient pas efficaces, comme le prétendaient ses détracteurs, et notamment certains médecins qui commençaient à prendre ombrage de son succès, ils ne pouvaient en aucune façon faire du mal. On peut dire qu'Hannibal fut un précurseur en matière d'aromathérapie. Cet art curatif qui fait appel aux essences extraites des plantes et des arbres aromatiques pour favoriser un état de santé et magnifier le corps. En fait, si le terme est de création récente, cette thérapeutique remarquable remonte aux origines de l'humanité. Durant tout le Moyen-Âge, réprouvée par les autorités religieuses qui considéraient ces pratiques comme frivoles et immorales, elle ne parviendra à acquérir ses lettres de noblesse que durant la seconde moitié du XXe siècle. Actuellement, l'utilisation des huiles essentielles, à savoir les composés liquides issus des plantes, est courante dans la fabrication des médicaments, ainsi que des solutions et des crèmes de visage et de corps destinées à ralentir le processus du vieillissement de la peau. Chaque jour, devant la porte de notre devin, se forme une file de plus en plus longue de gens de toutes conditions sociales, pauvres gens, pêcheurs, commerçants, bourgeois, nobles. Certains sont malades et souffrent de douleurs physiques que la médecine impuissante n'a pas pu soulager. D'autres sont mal dans leur peau, souffrent de stress, comme l'on dirait aujourd'hui, ou d'angoisse existentielle, et cherchant à s'en sortir, ou parfois attendent simplement un peu de réconfort moral. Quelques-uns viennent seulement solliciter les conseils d'un homme d'expérience afin de résoudre des problèmes familiaux, des peines de cœur,
des querelles de voisinage, voire même des problèmes d'argent. De plus en plus souvent, il reçoit la visite, ou il est appelé, auprès de gens illustres, ce qui renforce encore sa notoriété. Il n'hésite d'ailleurs jamais à se déplacer. Avec tous, il est attentif et bienveillant. Il ne réclame jamais aucun émolument à ses visiteurs, mais il est vrai qu'il n'oppose pas de refus à ceux qui veulent le remercier en monnaie sonnante et trébuchante, comme certains bourgeois ou grands seigneurs qui se montrent souvent très généreux. On a dit parfois que le lucre n'était nullement absent de ses rapports avec les gens aisés. En fait, cette assertion n'est guère fondée. N'ayant que peu de besoins, Hannibal n'est guère attiré par l'argent. Toutefois, il lui fallait bien vivre. Lorsque le très grand âge vint, et malgré son exceptionnelle vigueur physique le réduisit à une certaine dépendance, ne disposant ni de fortune personnelle, ni de trésors cachés, comme certains le prétendaient, il apprécia de plus en plus les gratifications des gens fortunés, qui ne faisaient en fait que rétribuer ses consultations. C'est à cette époque, vraisemblablement, qu'il commença à fabriquer ceci. Son eau stomacale, qui connut aussitôt un succès considérable, ce qui tendrait à prouver son efficacité. Très vite, on se l'arracha à Marseille et dans toute la Provence, et la renommée d'Hannibal franchit rapidement les limites de la ville et de la région. Son biographe nous précise qu'une dame de Paris fort riche et qui était aussi fort âgée se faisait livrer son eau stomacale et qu'elle le récompensait par de grandes largesses. Hannibal fit alors commerce à grande échelle, non seulement de son eau stomacale, mais aussi de l'ensemble de ses préparations, dont sa longévité était la meilleure garantie pour les consommateurs. Il ne laisse à personne le soin de remplir de petites fioles, de préparer les paquets pour les expéditions. Désormais, il ne se passait à Marseille aucune personne tant soit peu qualifiée qui ne souhaitât de le voir et dont il ne reçût des largesses. Il y en a eu qui se sont trouvés montés à quelques louis. Les négociants qui le croisaient se faisaient un plaisir, pour ainsi dire, un devoir en quelque sorte, de lui glisser une pièce dans la main. Hannibal était devenu un objet de fierté pour les Marseillais et une figure emblématique de la ville. Sa renommée parvint même jusqu'à Versailles, et le roi lui accorda une pension de 300 livres. Hannibal fabriquait également des préservatifs contre tous les accidents dont il se croyait menacé. Car, il ne faut pas l'oublier, toutes ces préparations et ces remèdes étaient destinés d'abord à son propre usage. Il en était à la fois le concepteur et le premier cobaye. Il poursuivait parallèlement sa croisade contre la malpropreté corporelle, qui favorise notamment les maladies vénériennes. En plein milieu du XVIIIe siècle, il y avait encore des parties du corps considérées comme impures par les éléments les plus rétrogrades de l'Église, et qui, de ce fait, ne faisaient l'objet d'aucun soin, même élémentaire, en particulier dans les milieux populaires, mais aussi chez les classes les plus élevées de la société, qui continuaient à privilégier l'apparence et le visible, beau visage, beaux habits, visage bien poudré, parfum, sur l'hygiène la plus élémentaire. Cela peut paraître paradoxal pour une ville qui a inventé le savon de Marseille. Et
dont les savonneries resteront pendant des siècles la vitrine de notre industrie. Qui dit savon, dit eau. Or, l'eau, depuis la Renaissance, source de tous les dangers, est regardée avec méfiance, car on la soupçonne de ramollir les chairs et de faire pénétrer les maladies dans l'organisme. Cette croyance populaire aura la vie dure et subsistera même jusqu'à la veille de la Révolution. À l'époque d'Hannibal Camus, même à Marseille, si l'on aimait la mer et le soleil, on évitait tout contact avec l'une ou l'autre, à l'exception toutefois pour la mer de l'été caniculaire de 1686. Et les gamins ou les jeunes gens téméraires qui se baignaient étaient vertement réprimés et considérés comme des inconscients. Au-delà de son combat inlassable pour l'hygiène des lieux et des personnes, Hannibal s'était donné pour mission de réconcilier l'homme et la nature, ou, plus exactement, de montrer à ses contemporains que l'eau, le soleil, la terre et tous ses produits, légumes, arbres et plantes, leur étaient bénéfiques, et qu'il fallait aimer et respecter la nature, et que celle-ci en échange vous offrait tout ce qu'il y avait de plus beau. Il se situait, en somme, dans la mouvance directe des penseurs du siècle des Lumières. On fait confiance à la nature. Jean-Jacques Rousseau célébrera la bonté naturelle de l'homme perverti par la société. On condamne les préjugés, l'intolérance, la superstition. Voltaire attaquera le fanatisme. On souhaite l'instruction pour tous, qui permet en même temps de devenir plus vertueux et plus heureux. C'est le grand dessein de l'encyclopédie de Diderot et de d'Alembert. Sur le plan politique, on veut plus de liberté dans tous les domaines. Dans 30 ans éclatera la Révolution française. Oui, Hannibal Camus est dans cette mouvance. Mais ce n'est pas un politique, ni un intellectuel, ou un grand penseur. C'est un homme simple, qui vit au contact de la terre et des gens qui travaillent et luttent souvent pour vivre. Un épidermique, qui respecte les rythmes de la nature et ses lois, comme le font les plantes et les animaux. Il n'est pas contaminé par les règles implacables de la société. Il préfigure le Candide de Voltaire, l'Émile de Rousseau. Il est en fait l'archétype même de l'homme nouveau, dont rêvent les grands philosophes. Est-il seulement conscient de son originalité au sein d'un monde sclérosé et angoissé? Sans doute, mais cela ne le préoccupe guère. Il ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit. Il s'efforce tout simplement de se rendre utile auprès des gens, à les faire profiter de son expérience. Et lorsqu'on commence à le comparer à Socrate, le philosophe grec, il s'étonne et sourit. À ceux qui vantent son intelligence, son intuition et sa sagesse, il répond qu'il ne vit qu'en suivant son instinct, tout comme son cochon ou les poules de sa basse-cour. Nous avons parlé de son eau stomacale et de ses préservatifs. Il préparait également des tisanes, des baumes, des confections diverses, dont une variété de thériaque faite de diverses plantes provenant de la montagne de Lure, qu'il réduisait en opiates ou électuaires avec du miel, sans oublier la chair de vipère, qui est l'élément essentiel de la thériaque, dont le nom signifie d'ailleurs bête venimeuse.
Il l'a conservé dans des pots précieux en faïence. Dès le XVIIe siècle, on connaissait la richesse en plantes aromatiques et médicinales de la montagne de Lure, qui, à toutes les époques, ont soulagé les maux des habitants des villages situés sur le flanc sud. C'était un des lieux préférés d'herborisation d'Hannibal, comme de Tournefort dans les années 1680. Devenu trop âgé et surtout trop occupé à Marseille, Hannibal utilisera le colportage pour se fournir en plantes et en racines de la montagne de Lure. Hannibal fabriquait également un vinaigre aromatisé qu'il utilisait notamment pour se laver le visage et soulager certains maux. Signalons à ce propos que récemment, une solution à base de vinaigre et de plantes était prescrite par des dermatologues marseillais pour soigner certains eczémas du visage réputés tenaces. Pierre Poncet, le plus savant apothicaire du XVIIe siècle, à qui on l'a parfois comparé, préconisait l'usage du vinaigre dans de nombreux soins. Et à la fin du XVIIIe siècle, un sieur Maille, vinaigrier, distillateur ordinaire du roi, inventera une foule de moutardes et de vinaigres doués des plus aimables propriétés. Moutarde destinée aux engelures, vinaigre utilisé pour combattre les maux de dents, les rides du visage, les dartres et les corps aux pieds. Et déjà, leur utilisateur pouvait s'exclamer « Il n'y a que Maille qui maille !» Annibal Camus, grâce à son vinaigre aromatisé et à ses nombreuses pommades et onguents, était devenu, avec le temps, aux yeux des Marseillais, un super médecin, qui soignait aussi bien le mal au dos que les maux de tête, les bras cassés que les traumatismes crâniens, avec la même détermination sereine, sans parler des maux de l'esprit ou de l'âme. Hannibal aimait par ailleurs faire des préparations de décoction d'herbes odoriférantes. Comme on l'a vu, il brûlait l'été des plantes aromatiques au seuil de sa porte pour assainir l'air, et il respirait continuellement thym et serpollet. Car, rappelons-le, il avait une réelle aversion pour les mauvaises odeurs. De même, il suçait sans cesse de la racine d'angélique. Il est certain que l'ataraxie, quiétude absolue de l'âme, et sa volonté croissante de conservation furent les clés de sa longévité exceptionnelle et sans doute celle de quelques-uns de ses patients fidèles. Les témoignages envoyés par les malades guéris, les demandes de conseils, les prières affluent au manoir, surtout à partir de 1745. Il n'en tire aucune vanité et s'emploie à empêcher que la ferveur populaire ne lui donne une trop grande place dans la ville. Il conserve dans une pièce du manoir les cannes, les bâtons, les béquilles laissées par les infirmes qui peu à peu ont retrouvé l'usage de leurs jambes, ainsi que de multiples petits objets offerts en remerciement de ses soins ou de ses conseils. Simples ou luxueux, ces étranges ex-voto indiquent le mélange social de leurs propriétaires en un temps où le mot social n'a pas de sens. Il n'y a en effet ni noble, ni bourgeois, ni paysan, ni ouvrier dans ces foules, mais des souffrances multiples, physiques ou morales, unies dans l'espoir revenu. Annibal Camus incarnait en effet cet espoir auprès des Marseillais, sans doute en raison du fait qu'en ce temps,
Si la médecine avait fait des progrès indéniables, les médecins, à quelques exceptions près, restaient bien loin des préoccupations de leurs patients. Toutes catégories sociales confondues, ceux-ci ressentaient le besoin d'être écoutés et rassurés, autant que d'être soignés et soulagés. Hannibal savait écouter, réconforter, trouver les mots que tous attendaient. Il démontrait à chacun, avec une argumentation simple, qu'il fallait mettre de côté les pensées futiles et se concentrer sur l'essentiel. Il parvenait à faire partager son amour de la vie et son inébranlable sérénité, à insuffler sa force tranquille et sa sagesse salvatrice. Tous ses visiteurs repartaient rassérénés, la foi en la vie raffermie et la confiance ranimée. Et les petites fioles ou les onguents qu'ils emportaient étaient certes un plus non négligeable pour les aider dans leur combat personnel, mais cependant ce n'était pas là l'essentiel. Je le veux, je le peux. Cette conviction solidement ancrée dans leur esprit était dans de nombreux cas la clé de leur guérison ou tout au moins d'une réelle amélioration de leur état. À notre époque où les maladies psychosomatiques et les dépressions nerveuses sont omniprésentes dans nos sociétés modernes, cette formule prend un sens nouveau. N'est-elle pas d'ailleurs la base même de la psychanalyse moderne? Toutefois, l'écoute et la disponibilité du corps médical pour apporter le soutien moral nécessaire aux malades, en dépit de nombreuses structures mises en place à cet effet, restent encore aujourd'hui insuffisantes. Certains de ses détracteurs prétendirent, plus tard, qu'Hannibal avait passé sa vie à s'occuper de sa petite personne, en semblant oublier son dévouement et son engagement envers les autres. Il est vrai cependant qu'Hannibal ne se négligera jamais, et que, l'expérience aidant, il se connaissait par cœur. Les témoignages en ce domaine sont nombreux et significatifs. Ainsi, il avait pour voisin et ami, comme lui propriétaire-cultivateur, un certain Philippe Rampal, plus jeune que lui, dont l'un des descendants, Jean-Pierre Rampal, sera un très grand flûtiste. Un jour, à la fin de l'année 1743, Philippe Rampal rend visite à son ami et le trouve allongé sur le sol, baigné dans son sang. Hannibal, qui n'a pas perdu connaissance, lui dit d'une voix faible mais déterminée: « Mon ami, c'est Dieu qui t'amène vers moi. Me voilà frappé d'une hémorragie qui me sera fatale si tu ne m'aides à y porter promptement remède. Oblige-moi d'aller tout de suite chez mon fils pour qu'il coure chercher le remède dont j'ai besoin. » Il lui indique le nom de celui-ci. Philippe Rampal se rend promptement chez Étienne Camus, qui était jardinier du commandant de la citadelle Saint-Nicolas, et avait un logement près des infirmeries vieilles, non loin de l'Anse des Catalans. Hannibal, dès qu'il prit ce médicament qu'il avait demandé, se sentit mieux. Il guérit rapidement et conservera sa bonne santé pendant encore presque 20 ans. Comme on le voit à travers cet exemple, Hannibal savait ce qui, en toutes circonstances, lui était nécessaire et dont il avait besoin. Les mois et les années passèrent. Hannibal eut la douleur de perdre son fils aîné Charles, qui était marié et avait des enfants. Charles mourut âgé de 43 ans seulement en 1746. Étienne disparut également avant son père.
Il s'était marié en 1724 et n'avait pas d'enfant. Hannibal, lui, restait dans une forme éblouissante, défiant le temps. Il semblait même se bonifier, comme le bon vin, au fil des ans. On avait désormais recours à son arbitrage lors de querelles de voisinage, nombreuses à Marseille. « Poutre et salpêtre », disait monseigneur de Belzunce en parlant des Marseillais. Plus sage et moins coûteux qu'un juge de paix, Hannibal jouait en quelque sorte le rôle de conciliateur entre deux individus ou entre un individu et l'administration, tout aussi tatillonne et procédurière au XVIIIe siècle qu'à notre époque. Ses jugements péremptoires ne sont nullement contestés, car son impartialité, sa sagesse et son esprit de justice sont reconnus par tous. Il est celui qui seul peut apporter la solution lorsque toutes les tentatives se soldent par un échec. Par ailleurs, du fait de son grand âge, de sa mémoire prodigieuse et de sa connaissance parfaite des lieux et des hommes depuis près d'un siècle, il est de plus en plus fréquemment consulté en tant que témoin d'une époque révolue. C'est ainsi, par exemple, que deux hommes, propriétaires de terrains mitoyens sur la colline de la Garde, qui revendiquaient la possession d'une parcelle de terre plantée de quelques oliviers, sollicitèrent l'aide d'Hannibal Camus, qui avait connu leur père et leur grand-père, et se souvenait très bien à qui appartenait à l'origine ce lopin, objet de leur querelle. En 1748, les galères, les équipages et les archives de l'arsenal sont transférés à Toulon. Il fait alors figure de témoin, le seul encore vivant de cette époque glorieuse, lui qui a servi sur les galères et a participé à la construction des forts Saint-Jean et Saint-Nicolas. C'est en qualité de témoin qu'il est entendu en 1752 lors d'un procès qui fit grand bruit à Marseille. Hannibal témoigne en faveur du gouverneur du fort Saint-Nicolas, en procès avec ses voisins qui lui contestaient notamment le droit de chasse. Il confirma que depuis 80 ans, un tel droit appartenait bien au gouverneur. Une autre fois, mis à l'épreuve lors d'un procès entre les possédants biens du quartier de la Madeleine, à propos des eaux d'arrosage, le dit Hannibal Camus, étant âgé de 114 ans, dit qu'il y a environ 59 ans, les prés et les jardinages de ce lieu étaient parfaitement irrigués et qu'il existait, attenant à la chapelle de la Madeleine, un portail au jardin de M. de Forestat. Les experts retrouvent effectivement sur le terrain les traces de ce qu'il avance. Hannibal Camus aimait la compagnie des grands artistes de son temps qui transformaient le visage de Marseille et allaient permettre l'épanouissement du baroque dans la cité phocéenne. Grands peintres, comme Joseph Vernet, sculpteurs, architectes. Toutefois, aucun document n'accrédite une rencontre avec le premier d'entre eux, le fameux Puget, à l'arsenal des galères ou ailleurs. Il serait bien étonnant toutefois que leurs pas ne se soient jamais croisés. Hannibal éprouvait un plaisir presque analogue à regarder les maçons édifier une maison. Toute création manuelle, qu'elle soit collective ou individuelle, l'émerveillait. Il aida, de ses propres deniers, un jeune compagnon tailleur de pierre et charpentier à s'établir. Plus tard, celui-ci, appuyé par Hannibal, obtint des échevins le monopole de l'édification des maisons des nouveaux quartiers nord de Marseille. Hannibal
utilisait son influence sur les autorités de la ville afin d'obtenir des aides pour résoudre certains cas tragiques, comme celui de la pauvre Louison, bouquetière de son état, dont le mari, pêcheur à bord d'une félouque, avait péri en mer dans une tempête, la laissant enceinte avec 3 enfants à élever, ou bien encore de l'infortuné palefrenier Léon Mathieu, paralysé à 28 ans à la suite d'une chute de cheval. Il avait pris également sous sa protection un jeune garçon, Jérôme Chaumette, intelligent et doué, mais que les parents, trop pauvres, ne pouvaient pas envoyer à l'école. Il obtint des autorités une bourse en faveur de son protégé afin que celui-ci puisse étudier et s'instruire. C'était sans doute pour Hannibal une sorte de revanche sur le destin qui n'avait pas voulu qu'il puisse faire des études, celles-ci n'étant pas alors, comme on l'a vu, à la portée des familles modestes. À Versailles, le roi Louis XV croyait en l'avenir de l'agriculture et félicitait les grands seigneurs qui quittaient la cour pour retourner en province surveiller leurs fermes. La terre redevenait en effet à la mode, et sous son règne se produisit ce que l'on appela la révolution agricole, à savoir l'avènement des pratiques qui sont demeurées celles de l'exploitation contemporaine. Louis XV proclamera d'ailleurs que les laboureurs étaient la portion précieuse de ces sujets. Un tel discours ne pouvait que plaire à Annibal Camus. Sans doute aurait-il souhaité rencontrer le roi à Versailles et observer à nouveau d'un œil malicieux cette cour dont les mœurs, la fourberie et la cruauté même l'avaient épouvanté et révolté quelques 70 ans plus tôt. Il savait qu'il serait favorablement reçu par le bien-aimé qui, l'année de son sacre, en 1722, à l'âge de 12 ans, avait déjà entendu parler de lui, alors que la cité phocéenne sortait épuisée de l'un des plus grands fléaux de son histoire. Mais, disait-il facétieusement, comment ne pas donner à rire à messieurs les courtisans quand ils me verraient garder mon bonnet en présence du monarque, car j'ai pris l'habitude de ne pas le quitter un seul instant. Le motif qui l'engageait à demeurer toujours couvert mérite que l'on s'y attarde. Tout commence un jour, pendant un travail de labourage très pressé, aux approches de l'hiver. Un vent furieux et très froid s'était soudain levé, mêlé de grêle. Ayant été réduit à l'endurer, tandis qu'il était déjà vieux, il se sentit aussitôt la tête prise et menacée de surdité. Suivant son usage, il usa promptement de fomentation de plantes aromatiques et eut soin de se parfumer, ainsi sans discontinuer. Sa tête fut bientôt dégagée, mais il garda pendant quelques mois un bourdonnement d'oreilles inquiétant. Il n'entendait presque plus et souffrait d'hypaoucasie. Sans se décourager, il continua l'usage de ce petit remède toute sa vie. Cette précaution et l'usage qu'il prit de garder un bonnet plus ou moins léger suivant la saison acheva de lui rendre l'ouïe. Il la garda jusqu'à la mort. Au fil des ans, le Socrate marseillais commençait à devenir insensiblement, et à son grand étonnement sans doute, une véritable légende vivante à Marseille. À ses amis les plus chers, il ne dissimulait pas sa satisfaction secrète d'être devenu, en quelque sorte, le maître du temps. Mais il vivait tout cela avec sérénité, voire une certaine indifférence.
et cette nouvelle situation ne bouleversa pas sa vie quotidienne. Il continuait à se coucher tôt et dormait d'un seul trait du sommeil du juste. Il travaillait à son rythme, s'arrêtait à la moindre fatigue et se ménageait dans la journée plusieurs phases de repos et de courtes siestes. On lui demanda un jour comment il faisait pour se maintenir en si bonne forme physique à son âge. Il répondit qu'il ne travaillait pas trop et qu'il dormait beaucoup, mais aussi qu'il riait fréquemment. On en est sûr aujourd'hui, les vertus de l'hilarité sont incontestables. Celle-ci décontracte le corps et l'esprit, libérant les tensions accumulées en soi. Mourir de rire est une excellente thérapie pour rester jeune. Hannibal conserva toute sa vie sa bonne humeur, son humour un tantinet sarcastique et sa joie de vivre. S'il ne proposait pas une quelconque potion magique destinée à augmenter la vigueur et à stopper le vieillissement physique, il soutenait qu'une bonne hygiène de vie et quelques remèdes naturels appropriés pouvaient ralentir celui-ci et même permettre de rajeunir. Cela pourrait paraître loufoque et absurde à son époque. Elle est pourtant, tout récemment, en Europe de l'Est et surtout dans l'Oural, où l'on peut trouver une population dont les individus sont arrivés à un seuil limite de vieillissement métabolique, une constatation s'impose, surprenante et déroutante pour les scientifiques du monde entier. Des régénérations cellulaires se produisent sur les centenaires russes. Progressivement, ils rajeunissent de façon spectaculaire. Leurs cheveux repoussent noirs, épais et vigoureux sous une tignasse blanche, sauf chez les chauves. Et leur sexualité se remet en route après avoir été longtemps au point mort. Une vigueur nouvelle les anime, ce qui confirme que la force vitale est la base même de tout rajeunissement possible et non l'un des effets. De la longévité à l'immortalité, il n'y a qu'un pas. Louange à celui qui vit et ne meurt pas, peut-on lire dans le 7e voyage de Simbad le marin. À ce propos, il faut souligner qu'à la même époque, la cour de Versailles découvrait l'étonnante figure du comte de Saint-Germain, le visiteur des millénaires, qui prétendait être âgé de plusieurs siècles et assurait qu'il avait connu le Christ, César et Charlemagne. Le mythe de l'immortalité, conforté par les progrès de la génétique et de la cryogénie, et popularisé par la littérature et le cinéma fantastique, reste de nos jours bien vivace et n'est pas près de s'éteindre. Conscient sans doute de la chance de posséder un tel phénomène, la population marseillaise, toute catégorie sociale confondue, adule et courtise Hannibal Camus, dont l'extrême vieillesse n'a altéré en rien le goût des efforts musculaires et du grand air. Malgré ses activités débordantes, il se rend toujours tôt le matin, à pied, dans la campagne marseillaise, et se livre à la passion de toute sa vie, l'herborisation. En ville, où il aime toujours flâner, il est constamment assailli par une foule de quémandeurs, d'admirateurs et de curieux. Jamais il ne manifeste le moindre agacement ou impatience, et en toutes circonstances il conserve son sens de l'humour et sa courtoisie. Nous sommes en 1754.
Comme chaque jour, il se promène le long des rives du port et distribue conseils, bonnes paroles, fior d'eau stomacale ou d'herbes aux multiples vertus. Au pied du fort Saint-Jean, il est sollicité par le patron pêcheur Louis Carle, qui lui réclame son arbitrage afin de régler un litige entre deux pêcheurs. Un peu plus loin, il réprimande en fronçant le sourcil, mais avec un sourire bienveillant, deux enfants qui se battent. Plus tard, il est abordé par un gentilhomme qui saute de son cheval et se précipite dans ses bras en lui remettant une bourse pour le remercier des bons soins qu'il a prodigués à sa vieille maman, retrouvant, comme par miracle, ses jambes de 20 ans. Sur les hauteurs de la tête de mort, il salue aimablement un habitué des lieux, le peintre Joseph Vernet, qui est en train de peindre sa fameuse toile, l'entrée du port de Marseille. À l'épouse de celui-ci, qui le félicite pour son grand âge, son esprit toujours alerte et sa forme physique étonnante, il répond en souriant, les yeux pétillants de malice: « Je n'ai rien fait, madame, que de me soumettre à la volonté du Seigneur. » Sur ce superbe tableau lumineux et doré, exposé de nos jours au musée du Louvre, la femme du peintre désigne Hannibal au célèbre artiste qui s'occupe à dessiner. Hannibal, appuyé sur son bâton usuel, répond aux questions qui lui sont adressées. Joseph Vernet répand sur ce tableau tout le charme de son talent et de son goût. Né en Avignon en 1714, il séjourna une bonne partie de sa vie en Italie, dont il subira l'influence artistique. Son œuvre considérable fut presque exclusivement consacrée à la mer, aux tempêtes, aux orages, aux bateaux et aux grands ports, dont celui de Marseille, ville qu'il affectionnait particulièrement et qu'il prit un grand plaisir à représenter. Un sentiment de bonheur tranquille transparaît dans l'entrée du port de Marseille. Les gens flânent, parlent, vont et viennent, les enfants jouent, les robes et les ombrelles des femmes animent ce paysage et lui donnent un air de fête familiale. L'insouciance prédomine, semble-t-il, à moins de 40 ans de la Révolution française. Sans doute cette inconscience et ce bonheur tranquille sont-ils accentués par la présence rassurante d'Hannibal Camus qui incarne la pérennité et la sérénité. Au dos de sa toile, Joseph Vernet soulignera cette présence qui donne à celle-ci cette heureuse impression d'éternité, en indiquant Hannibal né en 1638. La plupart des toiles de Joseph Vernet connaîtront une grande diffusion par la gravure. Son fils, Carl Vernet, fut également peintre, mais aussi lithographe. Le génie et le pinceau de Vernet concourront toujours au modeste triomphe d'Hannibal Camus en le présentant à la postérité, écrivit Paul Autran, secrétaire perpétuel de l'Académie de Marseille en 1859. Les traits d'Hannibal furent souvent reproduits après sa mort par la peinture et la gravure. On peut citer notamment les gravures de Laurent Fils et Dejean, d'après Henry, un peintre proche de Vernet, ainsi que celles de Lucas, d'après Vitali. Une huile sur toile de Bougneux représente également le Socrate marseillais. Elle est reproduite dans Exposition coloniale de 1922, catalogue de la section mobilier et céramique d'art provençal. Madame Élisabeth
la fille du roi Louis XV, au cours de ses pérégrinations à travers l'Europe, se rendit 2 fois à Marseille. Elle appréciait le charme indéfinissable de la cité phocéenne et elle se sentait parfaitement à l'aise et heureuse au sein d'une population exubérante et enjouée. Mais, en 1756, au cours de son second séjour, elle fut victime d'une forte attaque de colique et, au lieu de demander un médecin, elle fit aussitôt appeler Annibal Camus. Celui-ci, l'ayant vue, se borna à lui dire « Tranquillisez-vous, madame, ça n'est rien. Vous n'avez à souffrir que le temps qu'il faut que j'aille chez moi et que j'en revienne. » Il partit comme un trait et fut très vite de retour, quoiqu'alors âgé de 118 ans. On ne sait ce qu'il présenta à la duchesse de Parme, mais celle-ci le prit sans hésitation, partit en potion, partit en onguent appliqué sur le siège de la douleur, qui se dissipa presque aussitôt. La princesse était ravie et embrassa longuement le vieux sage. C'est à regret qu'elle quitta Marseille, où sa santé précaire redevenait florissante grâce aux bons soins d'Annibal. Sa mort subite, quelques années plus tard, allait être une épreuve presque insupportable pour le roi, qui eut le chagrin de perdre successivement en quelques années son fils, le dauphin Louis, sa bru, l'aîné de ses petits-fils, sur lequel reposaient tous ses espoirs, et enfin Madame de Pompadour en 1764. Quant à Annibal Camus, il semblerait qu'il reçut du roi une invitation officielle à se rendre à la cour en 1757. Louis XV voulait sans doute le remercier d'avoir soigné si efficacement sa fille. Il souhaitait également connaître enfin celui que certains appelaient le comte de Saint-Germain marseillais. Annibal fut sensible à cette invitation, d'autant plus qu'il avait une certaine estime pour Louis XV, depuis notamment son éloge aux laboureurs, et comme on l'a vu, qu'il aurait bien aimé retourner à Versailles, en dépit de son éternel bonnet. Ce voyage ne se fit pas, peut-être à cause de la fatigue que cela aurait pu occasionner à un homme de presque 120 ans. Néanmoins, Gustave Arnaud Daniel et Fustier d'Authier, évoquant la représentation d'Annibal Camus sur les toiles peintes des Bastides à Marseille et à Aix en 1781, assurent qu'elles mettent en scène le voyage à la cour du centenaire à l'invitation de Louis XV. Les Marseillais étaient en tout cas si fiers de leur grand homme qu'ils songèrent très sérieusement à le placer sous les lambris dorés et les pendeloques des lustres monumentaux de la mairie de Marseille, et ceci près de 10 ans avant la nomination du premier maire de la ville. Qui mieux que lui pouvait en effet représenter notre belle cité? À ceux qui pouvaient objecter qu'il n'avait aucune expérience politique, ni l'instruction nécessaire, et qui ne possédait aucun titre nobiliaire, son fan club rétorquait que c'était un sage et un philosophe, ce qui était bien plus important que le reste, et remplaçait largement l'instruction ou l'origine sociale. N'iront-ils pas, après Socrate, jusqu'à le comparer au célèbre Périclès? Du haut de sa colline, dans son petit manoir, Annibal gardait le silence, en observant d'un œil amusé et attendri le flot de louanges qui montait vers lui. Il était incontestablement touché par la tendresse que lui témoignaient les Marseillais, qui retrouvaient à son contact les plaisirs d'un bonheur simple, en osmose avec la nature, le soleil, le vent, la mer. Dans ses yeux, d'un bleu limpide comme le ciel de Provence,
on pouvait voir briller une flamme chaude qui réchauffait le cœur de tous ceux qui l'approchaient. Il portait, depuis toujours, sur les hommes, un regard affectueux et indulgent, même s'il ne dissimulait pas sa peine ou son inquiétude devant leur comportement et leur attitude souvent déroutante. Jamais il ne voulut faire montre de sa différence, se poser en exemple ou donner des leçons de morale à ses compatriotes. Il vivait comme il pensait que l'on doit vivre, et libre à chacun de l'imiter ou non. Les mois passaient. Les saisons se succédaient. Et un beau jour, il tomba. À peu près comme me tombe la feuille desséchée qu'emporte le vent. Il est mort en bonne santé, peut-on dire, sans souffrir d'aucun mot et l'esprit toujours vif. Il ne resta alité que quelques jours, et la veille de sa mort, il reçut la visite de l'évêque de Marseille, Monseigneur de Bellois, à qui il aurait déclaré « Monseigneur, je vous lègue mon grand âge. » Enseveli dans l'église des Pères Picpus, église située place Monthyon et disparue à la Révolution, il rassembla autour de son cercueil la grande majorité de la population marseillaise qui reçut la nouvelle de sa mort comme un coup de gourdin sur la tête. Sur les registres de la ville, on peut lire « Annibal Camus, veuf de Marie Fontaine, âgé de 121 ans, 3 mois et 13 jours, muni des sacrements, mort hier, a été enseveli dans l'église des révérends pères Picpus, ce jour-d'hui, 19 août 1759, accompagné de la croix de cette paroisse, pris près des infirmeries vieilles, témoin Victor Lestrade, signé avec nous, et Jacques Martin, illettré. Signé Lestrade, Arnoux, vicaire. Il est à noter que l'emplacement de sa tombe est indiqué sur le plan de l'église des Picpus, procuré par Michel de Léon, typhologue de la ville de Marseille, vers 1773, avec la mention « Tombeau où est inhumé Annibal Camus, mort en 1759, âgé de 122 ans. » Ainsi s'achevait, dans la douleur de toute une ville frappée de stupeur, l'étonnante vie d'un homme né sous le règne de Louis XIII et mort à la veille des premiers soubresauts annonçant la Révolution française. Un homme simple et modeste qui sut reculer jusqu'à ses limites extrêmes, les termes de la vie humaine, et dont l'histoire se confondit intimement avec celle de sa cité à travers ses drames et ses joies. Mors ultima ratio. La mort est la raison finale de tout. Pendant plus de 100 ans, Annibal Camus avait été une présence de tous les instants dans la ville. Mort, allait-on l'oublier? Non. Et c'est bien là l'éclatante reconnaissance de l'importance de son action. Les morts ne sont pas morts tant que les vivants pensent à eux, affirme fort justement un proverbe malgache. Or, Annibal Camus continue à être présent à Marseille au-delà de sa mort. Personnage déjà légendaire de son vivant, il va prendre au fil des années une dimension tout à fait exceptionnelle. Au lendemain de ses funérailles, un correspondant local du Courrier d'Avignon assurait qu'on peut dire qu'il était le plus âgé de tous les habitants du royaume et peut-être du monde entier. Et il précisait que non seulement les Marseillais le contemplaient depuis longtemps avec plaisir,
mais que les étrangers le voyaient avec admiration. Durant les années qui suivirent sa mort, il est vénéré par la population comme un véritable saint. Le manoir Camus, qui disparut, semble-t-il, dans les années 1860, victime des grands travaux d'urbanisme du Second Empire, devient, jusqu'à la Révolution, un lieu de pèlerinage, et on accourt de tout le royaume pour le contempler et s'imprégner de son atmosphère. On se rend dans la campagne provençale pour humer l'air qu'il avait respiré et ramasser les herbes et des plantes qu'il utilisait pour ses préparations, dans l'espoir diffus, sans doute, d'emmagasiner un peu de sa vitalité et de sa longévité. J'ouvre une petite parenthèse pour préciser la question m'ayant été posée lors de notre première rencontre, qu'une rue aujourd'hui disparue porta son nom après sa mort. Elle allait de l'actuelle rue Félix Flégier au boulevard Auguste Ciussa dans le 7e arrondissement. En 1733, un petit ouvrage publié anonymement à Marseille connaît un retentissant succès. Il s'agit du Socrate marseillais, ou plus précisément, le Socrate marseillois, ou particularité instructive et intéressante pour l'humanité au sujet du fameux Annibal Camus de Marseille, décédé il y a environ 12 ans à l'âge de 122. J'ai fait appel à plusieurs reprises à cette biographie, la première du centenaire marseillais, et dont l'exemplaire des archives de Marseille porte la mention manuscrite attribuée à Simon, capitaine, marin, négociant, correspondant des chevaliers de Malte. L'auteur présumé est donc Jean-Baptiste ou Dominique Simon. Par la suite, de nombreuses études, dont celle de Paul Autran en 1859, reprise dans les Mémoires de l'Académie de Marseille 1858-1864, et de Jean-Baptiste Sardou, Annibal Camus, centenaire marseillais, dans la Provence artistique et pittoresque en 1882, divers articles d'historiens, notices de dictionnaires ou encore allusions littéraires jusqu'à nos jours attesteront de l'intérêt toujours grandissant porté par nos compatriotes au Socrate marseillais. Pourtant, Annibal Camus n'est pas un cas isolé de centenaire provençal. Le docteur Claude François Achard, dans son Histoire des hommes illustres de Provence, paru à Marseille en 1786, en cite plusieurs à l'article Macrobie, notamment Nicolas Jourdan, paysan du territoire de Marseille, surnommé dans le quartier le Père éternel, qui serait mort en 1782, âgé de 111 ans, et Jean-Baptiste Cavalier, mort à Marseille en 1785 dans la paroisse Saint-Laurent, à l'âge de 100 ans. Dans les registres paroissiaux, les actes de ces deux vieillards portent l'indication âgés d'environ 90 ans, ce qui prouve que leur grand âge n'était pas totalement accrédité à leur mort. À propos de centenaires marseillais, j'ai eu le plaisir de connaître en 2013 celle qui, à près de 109 ans, était alors la doyenne des Marseillais, Rose Villani, née le 25 mars 1905, rue Caisserie. Elle vivait seule chez elle, jouissait d'une excellente santé, avait l'esprit toujours vif et une étonnante mémoire, toute chose qui allège et de beaucoup le poids des ans, même pour une centenaire. Pour en revenir à Annibal Camus, la particularité de celui-ci est ce qui fit
que son cas était atypique venait du fait que, de son vivant, il était de notoriété publique qu'il avait dépassé très largement les limites de la durée extrême de la vie de son époque. Aussi jouissait-il d'un statut tout particulier. Par ailleurs, il se distinguait également par le caractère volontariste de son exceptionnelle durée. Comme on l'a vu, il a fait tout ce qui lui était humainement possible pour vivre très longtemps et dans des conditions physiques et psychiques les meilleures. L'économie de ses gestes, l'aménagement du temps de repos régulièrement réparti dans la journée, sa nourriture saine, son humeur toujours égale, sa pharmacopée personnelle participèrent à cette ambition qui fut la sienne toute sa vie. Il se révéla par ailleurs être un exemple, volontairement ou non, pour ses contemporains, qu'il s'était forcé de soulager de leurs maux à travers ses préparations. A fortiori, ce ne fut pas seulement un médecin du corps, mais aussi de l'esprit et de l'âme. Tout cela, ajouté à sa grande sagesse, à sa générosité envers les plus pauvres, son dévouement pour tous et son attachement profond pour cette ville, explique la place privilégiée qu'il occupait dans le cœur des Marseillais de toutes conditions et leur désarroi lorsqu'il les quitta définitivement. Ces traits, très souvent reproduits après sa mort par la peinture et la gravure, restaient familiers aux enfants et petits-enfants de ceux qui l'avaient connu. Rien ne semblait devoir jamais ternir cette image sereine et rassurante du Socrate marseillais, figure emblématique de la cité phocéenne. Mais, à moins de 2 ans du bicentenaire de sa mort, il essuya une véritable salve d'artillerie qui le fit vaciller de son piédestal et faillit l'expédier dans l'enfer des grands mystificateurs de l'histoire. En cette année 1957, près de 200 ans après sa mort, rien ne laissait présager qu'Annibal Camus allait de nouveau faire parler de lui. Et voici qu'un érudit, un certain Louis Thibault, allait faire des révélations sur le Socrate marseillais qui feront l'effet d'une bombe. En effet, au terme de recherches assidues, il annoncera lors d'une conférence de l'IHP, Institut historique de Provence, que Annibal Camus, le centenaire marseillais, ne serait pas décédé à l'âge de 121 ans, mais à celui de 90 et 6 mois. Selon lui, Annibal Camus n'était donc pas né en 1638, mais en 1669. Le coup était rude pour ceux, encore nombreux, qui perpétuaient à Marseille le culte du père Annibal. Bien décidé à mener son entreprise de démolition du héros marseillais, pour d'obscures motivations, Louis Thibault affirma de surcroît que ce ne fut qu'un bien modeste personnage, simple travailleur à la terre, sans envergure et à peu près sans fortune. Ces propos malveillants et ces assertions scandalisèrent les Marseillais. Mais Louis Thibault persista et signa, preuve à l'appui. Ainsi exhuma-t-il, triomphant, l'acte de naissance d'Annibal le 20 mai 1669 à Nice, et n'hésita pas à accuser le Socrate marseillais de subterfuge. Si l'on s'en tient à sa démonstration, Annibal aurait commencé à se prétendre centenaire lorsqu'il devint le doyen de son quartier. Louis Thibault indique par ailleurs que Marie, l'épouse d'Annibal, n'était guère âgée que de 72 ans à sa mort, et non 90, comme on le lui accorde dans l'acte d'inhumation, et Annibal lui-même devint veuf à 75 ans et non à 104 ans. Toujours très sûr de lui, Louis Thibault prétendit également qu'Annibal Camus avait tenté de semer le doute sur son lieu de naissance, ce qui est tout à fait absurde.
En fait, c'est sans doute la négligence qui explique l'erreur de la légende de la gravure de Lucas, parue en décembre 1759, né à Marseille le 20 mai 1638, ou celle d'Achard, qui le fait naître dans la vallée de Barcelonnette, pour preuve de la longévité des habitants de la vallée. Paul Autran, pour sa part, avance qu'il était né à la Turbie. En définitive, on peut dire qu'Annibal Camus est bien né à Nice, ou dans ses environs, et qu'il ne s'en cachait nullement. Mais les Camus étaient originaires de Comtes, et mon oncle, aujourd'hui décédé, possédait encore, il y a 50 ans, une grande villa à la Vernéa des Comtes. Les révélations de Louis Thibault sur l'âge réel d'Hannibal laissèrent pantois et stupéfaits les Marseillais, et le prirent pour eux un caractère sacrilège. Force est de constater, pourtant, document à l'appui, qu'elle reflétait peut-être la réalité. Ainsi donc, si l'on en croit Thibault, toute une partie de la vie du centenaire, ou du pseudo-centenaire marseillais, de sa participation à la construction du fort Saint-Nicolas, à sa carrière sur les galères, du voyage avec Tournefort, au séjour de Versailles, ne serait que de la pure fiction, absolument impensable. Et pourtant, au regard de ce qui vient d'être dit, peut-on penser qu'Annibal Camus n'était qu'un affabulateur de génie peut-être, mais affabulateur tout de même. Si supercherie il y a, on pourrait imaginer qu'elle aurait pu avoir pour motif la recherche d'un prestige inespéré pour un homme simple. Dans cette hypothèse, il aurait atteint son but dès lors qu'il faut en convenir, le père Hannibal reste le seul travailleur du XVIIIe siècle provençal à avoir été fameux et à être passé à la postérité. Encore faut-il préciser que le succès indéniable de ces nombreuses préparations médicamenteuses, notamment son eau stomacale, dont l'efficacité fut sans doute remarquable à l'époque, joua un rôle non négligeable dans sa célébrité. Toujours dans l'hypothèse de la supercherie, on pourrait dire qu'Annibal Camus tira parti de son habitat isolé, situé aux marges de la ville, derrière le fort Saint-Nicolas, sur le territoire d'une paroisse créée peu avant son mariage et peuplée extramuros de façon longtemps clairsemée. Ayant connu des habitants du quartier qui avaient servi d'hommes de peine à la construction de la citadelle et côtoyé le menu peuple employé à l'arsenal, il aurait pu collecter avec moult renseignements et anecdotes afin de les utiliser ensuite dans le récit imaginaire ou romancé de sa vie. On peut en tout cas s'étonner qu'aucun de ses biographes, à commencer par le très sérieux Paul Autran, n'ait exprimé de doute à cet égard. En fait, Annibal Camus, on l'a vu, parlait peu. En revanche, il laissait parler les autres, se contentant parfois d'opiner de la tête, de sourire malicieusement ou de hausser légèrement les épaules. Il ne contredisait ni n'infirmait tout ce qui commença à se dire à son sujet à la mort de Marie. Alors, la question se pose. Aurait-il inventé toutes ces histoires enrichies de multiples détails au fil des années, notamment sur le voyage avec Joseph Tournefort, né en 1669, il n'aurait eu que 12 ans lors du voyage aux Pyrénées, ou bien, ce qui est plus vraisemblable, se serait-il contenté de laisser courir l'imagination débridée de ses compatriotes, sans parvenir, lorsque celle-ci devint paroxysmique, à la juguler, au point de devenir, 200 ans après sa mort, la victime de l'imaginaire marseillais? Inconsciemment ou pas, on peut assurer en tout cas qu'Hannibal incarna, auprès de ses contemporains, l'expression d'un grand rêve intemporel.
prolonger la vie humaine jusqu'à son extrême limite. Est-il dès lors responsable de la légende qui, dès son vivant et a posteriori, l'entoura comme un halo de lumière? Légende qui démontre en tout cas qu'à partir du siècle des Lumières, cet idéal de la prolongation de la vie répond trop à un besoin collectif pour demeurer dans le cercle des doctes. Selon une autre hypothèse, retenue par certains chercheurs et reprise par les inconditionnels d'Hannibal Camus, qui, comme moi, continue à croire, dur comme fer, que le Socrate marseillais naquit bien en 1638, l'acte de naissance d'un Hannibal, né le 20 mai 1669, est celui d'un cousin de notre centenaire, mort seulement quelques jours après sa naissance. Hypothèse séduisante, certes, et qui me semble crédible, bien que, diront certains, un peu tirée par les cheveux. Mais encore, resterait-il à la prouver de façon formelle et à récupérer l'acte de décès de ce second Hannibal. Celui-ci aurait été détruit lors d'un incendie. Par ailleurs, personne n'a trouvé trace réelle, au moment où je vous parle, de l'acte de naissance d'un Hannibal Camus né à Nice en 1638. Et mes recherches à ce sujet, entreprises il y a près de 30 ans, se sont révélées infructueuses jusqu'à ce jour. Je vous dirai aussi que je n'ai jamais pu voir le fameux acte de naissance de mai 1669 exhumé par Louis Thibault, ni même seulement une copie de celui-ci, cela relevant sans doute du secret d'État. Comme on peut le constater, le mystère qui entoure cette étonnante figure de l'histoire de notre ville est loin d'être définitivement percé. Le dossier reste ouvert. En tout état de cause, le plus remarquable, à mon avis, est que la vie d'un homme du peuple, que rien ne destinait à entrer dans la postérité, un homme simple et sans instruction, mais qui avait, dès l'enfance, formé le projet de vivre longtemps, gageure fabuleuse en son temps, et y parvint assurément, qu'il soit mort à 121 ans ou seulement à 90, âge déjà extraordinaire pour son époque, que la vie donc d'un tel homme se soit si profondément confondue avec celle d'une ville et de ses habitants. Sa sagesse et le caractère d'exemplarité de cette vie en firent un bienfaiteur de l'humanité, pour reprendre les derniers mots de la biographie de Jean-Baptiste Simon, le Socrate marseillais. En définitive, comme le mythique Pythéas, et à l'instar de la bonne mère qui veille sur nous, de l'énigmatique Edmond Dantès, comte de Monte Cristo, qui pour la plupart des Marseillais est un personnage historique, ou de la fameuse sardine qui boucha un jour le vieux port, Hannibal Camus fait partie de notre patrimoine culturel intangible. Il reste, et doit rester selon moi, vivant et honoré au-delà des siècles, des révolutions et des guerres, dans la mémoire collective des Marseillais. L'ouvrage Le Socrate marseillais souffre avec une charmante réflexion sur laquelle nous pouvons méditer en ce nouveau siècle, car elle détient sans conteste un superbe message d'espérance. Elle nous tiendra lieu de conclusion. À la raison fidèle, pour compagnon, il eut la gaieté, pour récompense, la santé. Voulez-vous vivre heureux? Prenez-le pour modèle. Je vous remercie.